Voici le principal titre: agression du Rwanda contre la RDC en marge de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé les États francophones à dénoncer le silence de la communauté internationale face à cette agression, mais il a aussi fustigé le comportement de la secrétaire générale de l'OIF qui a cité tous les pays en situation de guerre sauf la RDC. C'était là les principaux titres. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a, en marge de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ce lundi 8 juillet, appelé les États francophones à dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression des armées ougandaises et rwandaises actuellement en appui aux terroristes du M23. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a aussi fustigé le comportement de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, qui dans son mot a cité tous les pays en situation d'agression, sauf la RDC. Suivez. Parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées. Rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts évalués par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la République démocratique du Congo. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Et nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, hausser les tons et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, et de vraies sanctions. Et nous, nous sommes dans la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda, parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. C'est-à-dire la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique, de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde en énumérant les pays. Je préfère croire que c'est un oubli plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Parlons toujours de l'agression du Rwanda contre la RDC. Nous reverrons le Rwanda uniquement à Luanda, a dit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, répondant à une question sur la polémique autour de la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Zanzibar le week-end dernier. La ministre a tenu à faire une mise au point de cette rencontre entre les deux pays. C'était au cours du briefing avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyeya, ce lundi 8 juillet 2024. Suivez. Je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Donc déjà là, la communication un peu hâtive de mon homologue rwandais a créé l'impression qu'il s'agissait de toute autre chose. Non, c'était des discussions très larges sur la East African Community. Encore une fois, une retraite et pas un cadre ou une instance décisionnelle.
Ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de mon homologue rwandais ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelles vis-à-vis des pays frères que nous allions rencontrer. Et nous sommes allés avec un message clair, une position claire qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique, c'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine, un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres, qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, pour réfléchir sur comment continuer ces discussions, s'ils s'aventurent à spéculer, ça c'est leur problème. Nous avons été clairs et nous restons clairs. Nous reverrons le Rwanda uniquement et seulement à Luanda. Célébration avec faste ce mardi 9 juillet de la journée mondiale de destruction des armes légères et petits calibres sous l'égide du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemin Chabani en collaboration avec le gouverneur Grace Bilolo. Cette célébration a eu lieu à l'école de police de Kasangulu dans la province du Congo central et par l'entremise de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres. Dans son discours, le patron de la sécurité nationale a révélé que la RDC, au travers de la CNC-ALPC, a réussi à détruire plus de 200 000 armes et plus de 6 tonnes de munitions, y compris les armes de munitions collectées dans les opérations de désarmement civil volontaire. Je vous propose de le suivre. Les armes circulent dans le monde entier, bien au-delà des zones de conflit. Cette prolifération est la cause directe de nombreuses violences, homicides, tortures, viols et d'autres mauvais usages. Les données de ce marché restent opaques, mais on estime que la vente d'armes classiques, autres que nucléaires, chimiques ou biologiques, représente un volume de 80 milliards de dollars américains par an. Et à cause de ce trafic, près de 500 000 personnes sont tuées chaque année par arme à feu, que ce soit ou non en temps de conflit, car les violences liées à l'utilisation abusive des armes sont multiformes. La journée internationale de la destruction des armes légères est l'occasion pour tout un chacun de nous de prendre des initiatives visant à attaquer le fond du problème des armes légères, étant donné que pour chaque arme détruite, 10 autres sont produites. Mesdames et messieurs, et chers compatriotes, hier, du serveur central des données des armes marquées en République démocratique du Congo à la base logistique centrale, la destruction des armes légères excédentaires ou obsolètes et des munitions défectueuses. Dans la recherche des solutions aux problèmes de la sécurité de notre pays, la CNC-ALPS et les experts des différents services ont réussi à détruire plus de 200 000 armes et plus de 1000 tonnes de munitions, y compris les armes et munitions collectées dans les opérations de désarmement civil volontaire. Et puis la Chine réaffirme sa volonté à poursuivre la formation des policiers congolais. Voilà ce qu'a indiqué l'ambassadeur chinois en RDC, Zhao Bin, après sa rencontre avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le diplomate chinois a par ailleurs révélé que cet entretien a aussi porté sur les mécanismes de protection des sujets chinois qui vivent en RDC. Jojo Moulamba. C'est pour le renforcement du cadre de coopération entre les deux pays frères que l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo a rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières.
Les deux personnalités ont convenu de mener un certain nombre d'actions pour mieux renforcer cette coopération. Aussi, c'est l'occasion pour moi d'échanger avec lui sur la poursuite de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo en matière de sécurité. Et nous sommes convenus de renforcer cette coopération par l'échange de visites de haut niveau, par la formation, par l'octroi des équipements, des matériaux pour renforcer la capacité de la police congolaise. La Chine tient également à la protection de ces sujets qui vivent en République démocratique du Congo. Il y a quelques semaines, 6 ressortissants chinois avaient trouvé la mort dans une attaque ciblée et perpétrée par le milicien de la Codeco. Nous organisons chaque année des séminaires qui permettent aux agents policiers congolais de faire du stage en Chine. Et beaucoup des agents policiers congolais ont bénéficié de cette mesure, de cette action, et ils vont en bénéficier encore dans le futur. Par ailleurs, nous avons enfin parlé aussi du renforcement de la protection des ressortissants chinois qui exercent leur métier au Congo. La République populaire de Chine et la République démocratique du Congo travaillent dans plusieurs projets, notamment miniers, sécuritaires et énergétiques. Changeons à présent de chapitre. Après 3 ans à la tête du gouvernement, le Premier ministre honoraire Samuel Kondé vient de déclarer son patrimoine ce mardi 9 juillet à la Cour constitutionnelle. Il s'est conformé à l'article 99 de la Constitution qui impose cet acte républicain. Au sortir des bureaux de la Haute Cour, l'ex-patron de la primature s'est exprimé en ces termes. Suivez. Je voudrais ici mentionner que je suis là dans le cadre d'un exercice purement constitutionnel en tant que Premier ministre sortant. C'est le 13 juin dernier que nous avons effectué la remise et reprise avec la Première ministre, Madame Judith Suminwa, qui, après avoir été validée, en tout cas du point de vue de son programme et investi par le Parlement, a pu me rencontrer dans le cadre de cette remise et reprise officielle qui s'est faite à la primature. L'article 99 de la Constitution nous demande, en tout cas dans le cadre précis où nous avons pris des fonctions en tant que chef du gouvernement, de venir ici présenter notre patrimoine au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est un exercice que nous faisons en entrée de fonction. Nous l'avions déjà fait ici même. Et à la sortie de fonction, nous devons nous livrer au même exercice pour des raisons de transparence, de gestion. Et donc, nous nous étions déjà inscrits dans la droite ligne de la bonne gouvernance parce que cela nous avait été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous avons voulu nous conformer à cette exigence qu'il nous a donnée. C'était une exigence demandée non seulement au Premier ministre, mais à tous les membres du gouvernement. Et je sais que dans la continuité de son action, on verra aussi le gouvernement entrant se livrer au même exercice. Et ici, la Cour constitutionnelle, c'est l'article 83 de la loi portant organisation de cette institution, la loi organique. Et donc nous sommes heureux, nous, de nous acquitter de ces tâches et bien sûr invitant par la suite ce même exercice puisse se faire dans le cadre de la bonne gouvernance. Nous remercions surtout la collaboration que nous avons eue avec la Cour constitutionnelle, tout le temps que nous avons eu à travailler au niveau de la primature et tous les autres services judiciaires avec lesquels nous avons aussi travaillé, le parquet et autres. Et donc ici on était là dans ce cadre-là, on a été vraiment accueilli non seulement par le président de la Cour constitutionnelle lui-même, avec beaucoup de courtoisie, et par la même occasion, c'était aussi un bon moment pour saluer le procureur général de la République, qui nous a aussi accueillis chez lui en toute courtoisie.
Prenons cette information en bref. La Banque centrale du Congo, régie par les dispositions de la loi organique numéro 18/027 du 13 décembre 2018 relative à son organisation et à son fonctionnement, compte acquérir pour son fonctionnement des consommables informatiques, de fournitures de bureaux, des imprimeries ordinaires et des consommables pour le traitement des billets de banque en marché à bon de commande. L'obtention du dossier d'appel d'offres se fait au secrétariat de la cellule de passation des marchés sur présentation d'un bordereau de versement obtenu au siège de la BCC après un paiement non remboursable de 1 410 000 francs congolais. Les offres devront être soumises à la même adresse au plus tard le 7 août 2024. Et puis l'appui pour le retour des déplacés dans leur milieu d'origine demeure la solution durable à la crise humanitaire dans la province de l'Ituri, propos tenu par Bruno Lemarquis, coordonnateur humanitaire en RDC, après sa rencontre avec le gouverneur militaire. Le numéro 1 des humanitaires en RDC s'est félicité des avancées enregistrées sur le plan sécuritaire en Ituri malgré quelques poches de résistance. Jojo Moulamba. C'est pour évaluer la situation humanitaire dans la province de l'Ituri que cette mission de coordination humanitaire des Nations Unies en RDC est venue rencontrer le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyang Kachama. Le numéro 1 des humanitaires en RDC s'est félicité des avancées enregistrées sur le plan sécuritaire en Ituri, malgré quelques poches de résistance. Nous sommes ici pour nous rendre compte sur terrain de la situation, notamment de la situation humanitaire. Nous venons d'avoir un excellent échange avec le gouverneur qui nous a notamment expliqué tous les efforts qui ont été faits les derniers mois, puisque ma dernière visite remontait à septembre, les efforts qui ont été faits les derniers mois par rapport à l'initiative du ministère de la Défense notamment et du PDDRCS qui a conduit à la signature d'un certain nombre d'actes d'engagement. Et puis aussi tous les efforts de médiation qui sont en cours, notamment dans certaines parties du territoire de Djougou, et qui ont permis de ramener un certain calme dans certaines zones, entre certaines communautés. Et il y a même des marchés qui ont réouvert, des marchés mixtes qui ont réouvert, donc tout ça c'est des bonnes nouvelles. Cependant, le besoin humanitaire en Ituri demeure très préoccupant, reconnaît Bruno Lemarquis, qui plaide pour des solutions durables consistant à appuyer le processus de retour de déplacés dans les zones déjà sécurisées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Dès que des opportunités se présentent, dès que la situation s'améliore, dès qu'une zone se stabilise, faire tout ce qui est possible pour que l'aide humanitaire diminue, mais qu'on assiste les populations à retourner chez elles, à retrouver leurs moyens de subsistance, leurs activités économiques, à faire en sorte que les services sociaux de base, l'éducation, la santé fonctionnent pour que les gens soient incités à retourner chez eux grâce à une meilleure sécurité. Cette mission de la coordination humanitaire des Nations Unies en RDC tombe à point nommé en cette période où l'administration militaire de l'Ituri se déploie sur tous les fronts contre les groupes armés qui ne respectent pas les actes de paix. L'objectif final étant celui d'imposer la paix dans tout le coin de l'Ituri pour le retour de personnes déplacées dans leur milieu d'origine. Réserve importante de la biodiversité et un des géants des pays du bassin du Congo, la RDC devrait jouer un grand rôle dans la conservation de la nature en Afrique et dans le monde. C'est ce qu'a déclaré le vice-président de l'AWF. Cette organisation, parmi les plus grandes dans la protection de la nature, organise un atelier au profit des journalistes congolais et africains. Le but est de sensibiliser les Congolais et les Africains à promouvoir l'équilibre entre la nature, l'humain et le développement. Je vous propose d'écouter Charlie Fasseux, vice-président de l'AWF. Il est au micro de Patrick Ilunga et de Stanis Samba. La RDC, c'est un des grands mastodontes du bassin du Congo. Donc la RDC est un point important au niveau de la biodiversité. La RDC s'appelle elle-même un pays solution. Et je pense qu'effectivement, c'est possible si tout son potentiel est mis en exécution. Elle sera sûrement une solution pour le dérèglement climatique au niveau de l'Afrique et même du monde. AWF a RDC depuis un bon bout de temps parce que nous pensons effectivement que nous pouvons apporter et aider le pays à apporter ces solutions-là. Nous avons pu tester dans différentes provinces, avant l'Est-province de l'Équateur et actuellement dans le Bas-Ouélé, des options de conservation de l'espèce, mais surtout d'amélioration des revenus des communautés qui vivent autour de des aires protégées.
on a pu effectivement montrer que les communautés ont la capacité de pouvoir gérer leur espace de façon optimale, si effectivement les politiques les protègent et les permettent de le faire. On travaille avec ICCN, qui est effectivement l'institut en charge de la conservation, pour également aider ou bien contribuer à préserver l'espèce. Je dis toujours qu'il y a un lien assez important entre la suivi de l'espèce et le bien-être des communautés et des populations. Nous sommes et nous disons chacun doit pouvoir faire son travail. Notre travail, c'est de produire des résultats, de donner aux journalistes les éléments qui vont leur permettre de donner l'histoire de façon importante. Aujourd'hui, il y a plusieurs, stakeholders et parties prenantes. Nous avons les jeunes, nous avons les politiciens, nous avons les communautés, nous avons les peuples autochtones. Et chacun d'eux doit avoir un mode de communication qui n'est peut-être, et je suis sûr que nous en tant qu'environnementalistes, on n'a pas tous ces capacités de le faire. Donc nous comptons sur les journalistes pour pouvoir adapter notre message, notre travail, nos résultats en fonction de l'audience qui est en face. Mais nous voulons aussi qu'ils puissent nous challenger, nous critiquer, nous poser des questions qui vont nous permettre de nous remettre en question et de pouvoir produire des résultats encore meilleurs. En sport, le football club féminin Mazembe représentera la République démocratique du Congo à la prochaine Ligue des champions féminines. Le club louchois a obtenu son ticket qualificatif grâce à sa victoire sur le FC Amani 3-1 en finale du championnat de la Ligue nationale de football féminin, conservant ainsi son titre après l'avoir déjà remporté en 2022 et 2023. Blaise Kouzola. Ça y est, le duel tant attendu opposant le Football Club féminin Mazembe à Amani au stade TP Mazembe en marge de la finale de la 15e édition du championnat de football féminin a rendu son verdict ce mardi 8 juillet 2024. Score de la partie 3-1 en faveur de Mazembe. Les filles de Lamia Boumedi ont conservé leur titre de championne du Congo, consacrant un 3e titre d'affilée. Elles ont aussi dans la foulée empoché $10 000 de primes, 10 fois moins que l'AS Vita Club, vainqueur de la Coupe du Congo 2024. Pour une première confrontation entre ces deux jeunes équipes qui dominent le football féminin, le 4 buts étaient au rendez-vous, dont 3 de Mazembe inscrits par Merveille Kanjinga et Telma Bafour et un d'Amani inscrit par Gloria Mboudi qui a rejoint le cercle très fermé des buteuses à 20 buts ou plus où il y a Rida Koussamfoula avec 25 buts de CSF Bikira, Ngonza Zibou 21 buts de FC Banamukuba, Kulumba Gracia 21 buts de l'AS Sainte-Marie et Chitou Kantambwe 20 buts de FC Banamukuba. Et pour les défis lancés, les FCF TP Mazembe l'a emporté et se positionne sans conteste la reine du Congo et confirme à nouveau ses statuts souvent mis en cause. 13 victoires en 13 matchs, dont 8 en phase classique et 5 en phase de play-off, une réussite totale donc du 100%. Les FCF Amani, par contre, a rejoué la finale après son sacre de 2021 et signe un comeback encourageant et ambitieux pour les années à venir. Le FCF TP Mazembe va ainsi représenter la République démocratique du Congo aux qualifications zonales de l'UNIFAC, l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale, pour la 4e édition de la Ligue des champions africaines féminines 2024, aux côtés de l'Eki FF du Cameroun, Huracans de Guinée équatoriale et des championnes du Gabon et de la République du Congo qui se tiendra d'août à septembre 2024. Vous venez là de suivre la voix de Blaise Kouzola qui est avec nous sur ce plateau. Il est intervenant de ce journal. Bonsoir Blaise Kouzola. Bonsoir Damani Mujinga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Alors nous allons parler des exploits et de l'évolution du football club féminin à Mazembe. Alors quelles sont vos impressions par rapport à cette victoire de ce club ?
Le FCF, comme on dit, Football Club Féminin Mazembe, est en train de faire de prouesses au sein du championnat national du football féminin. On l'a dit, c'est 3 trophées d'affilée de ces championnats. Ce n'est pas une mince affaire pour une formation qui est très 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 jeune. Et on voit vraiment qu'elle est en train, cette équipe est en train bien sûr d'imposer sa suprématie au niveau du football féminin, un peu comme les hommes le font, le tout-puissant Mazembe sur le plan dans le côté masculin avec le championnat national. Donc c'est une équipe qui ne cesse de monter en puissance. Elle est la première équipe, déjà il faudra le dire, hein, la première équipe congolaise qui a joué la Ligue de champions féminine qui est arrivée, donc qui va se jouer encore cette année pour la 4e année d'affilée. Et Mazembe a déjà participé à cette compétition. Ça veut tout simplement dire que c'est une équipe qui est en train de s'imposer, en tout cas en majorité, dans cette compétition, dans le football féminin. Regardez par exemple les statistiques qu'ils ont enregistrées en 13 rencontres du championnat. Elles ont gagné toutes les rencontres avec beaucoup de buts marqués. Il y a eu de ces rencontres où Mazembe a marqué 14 buts par exemple. Donc c'est une équipe qui est vraiment une machine à but, mais aussi une équipe qui est très très bien organisée avec la sélectionneur marocaine, le coach de cette équipe du FCF Mazembe, Boumedi, une marocaine qui en tout cas fait du très bon travail depuis qu'elle est là. Donc Mazembe petit à petit est en train en tout cas de mettre vraiment toutes les équipes au bas d'elle pour pouvoir être cette reine du football féminin en République démocratique du Congo. Mais cela ne fait que 4 ans depuis que cette équipe a été créée, mais elle ne cesse de nous impressionner par rapport à ses performances. Justement, je l'ai dit ici, c'est une équipe très jeune, mais qui déjà a des belles statistiques. En 4 ans, remporté 3 championnats d'affilée, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça prouve qu'il y a un travail profond qui est en train de se faire dans cette équipe qui est composée de très très bons joueurs. Il faudra le dire que le football club féminin Mazembe a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueuses de l'équipe nationale. Si elles ne sont pas professionnelles, la plupart d'entre elles proviennent du football club féminin Mazembe. On voit par exemple la buteuse Merveille Kanjinga, on voit Ngamita, la gardienne de but. Donc il y a aussi le capitaine de cette équipe de Mazembe, que j'ai oublié le nom, la capitaine bien évidemment. Donc ces joueurs jouent déjà dans le haut niveau à l'équipe nationale. Ça prouve que le club peut encore faire mieux lors de prochaines saisons, mais déjà c'est un grand pas franchi pour cette équipe qui ne cesse d'impressionner. 4 ans seulement de création, mais déjà beaucoup de prouesses et beaucoup de gens, beaucoup de médias disent déjà que Mazembe est en tout cas la reine du football féminin en République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, et on le voit par des statistiques imposantes en tout cas, que cette équipe est véritablement pour l'instant la meilleure équipe congolaise dans le côté féminin. Et par rapport à l'organisation de cette 15e édition du championnat féminin, qu'en est-il de l'organisation? Y a-t-il eu des failles ou y a-t-il des choses qu'il faudrait revoir? Bon, déjà, on va dire coup de chapeau à la Ligue nationale de football féminin pour l'organisation de cette 15e édition. Ça n'a pas été facile, je vous dis. Une compétition qui a débuté en 3 phases. Il y avait 3 zones donc pour pouvoir jouer cette compétition. La zone ouest, c'est-à-dire les équipes basées à Kinshasa, au Grand Bandundu, mais aussi dans le Congo central, qui sont réunies ici à Kinshasa pour jouer, afin de dénicher les équipes qui devaient se qualifier pour
le play-off qui s'est joué à Lubumbashi au stade TP Mazembe. Il y avait la zone Est, les équipes de l'Est aussi, Kapako, Escabacha. Les équipes de l'Ouest, je peux citer une équipe, Bikira, qui a joué la demi-finale. Il y a aussi Amani qui a joué la finale de cette compétition. Et puis, il y a aussi la zone centre-sud où on trouve le football club féminin Mazembe avec Lupopo ainsi que d'autres équipes. Donc, on voit que le côté organisationnel de la LINAF a beaucoup évolué. Okay. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup plus financières, parce que cette Ligue nationale de football féminin qui est dirigée aussi par une dame, la présidente Olive Kiloa, qui en tout cas est en train de se battre afin de redorer l'image du football féminin qui est autrefois négligé, en tout cas on doit le dire, mais qui aujourd'hui est en train vraiment de pouvoir s'avancer. On l'a vu même 12 ans après, les Léopards dames de la République démocratique du Congo qui vont jouer la CAN au Maroc l'année prochaine. C'est déjà une avancée dans le domaine et on croit fermement que si cette ligue a plus de moyens, elle va mieux organiser les choses et je crois que le gouvernement doit aussi penser au football féminin parce que on a l'impression que celui-ci est un peu négligé au profit du football de garçons, le football homme. Pour la simple bonne raison, voilà, on peut faire quelques petites comparaisons. Par exemple, dans les cagnottes que voilà, les équipes ont remporté. VEC Club qui a joué la finale de la Coupe du Congo il y a quelques mois a remporté une somme de 100 000 $ comme vainqueur du tournoi, alors que Mazembe qui vient de remporter la Ligue, le championnat national du football féminin n'a empoché que 10 000 $. Ce sont deux choses qu'il faudra revoir parce que c'est un déséquilibre. Un grand écart vraiment et il faudra beaucoup revoir cela. Ça sera très important et ça va même motiver encore le championnat à pouvoir bien évoluer. Déjà cette année, on a vu de nouvelles équipes jouer ces championnats pour la première fois. Les cas de l'SV Club de Kinshasa, dans le côté féminin qui a aussi joué. Donc, il y a des avancées du côté de la Ligue nationale du football féminin. Et chapeau à eux pour le travail abattu autour de cette 15e édition. Voilà, c'était tout pour ce soir. Merci à vous, Blaise Kouzola. Je vous remercie également. Quant à nous, nous allons poursuivre avec l'actualité avec cette page internationale. Afin de réduire les dépenses publiques au Kenya, le président kényan William Ruto a annoncé des mesures d'austérité au sein du gouvernement. Il s'agit notamment de la suspension d'un certain nombre d'avantages à l'endroit des fonctionnaires publics ainsi qu'à l'acquisition des véhicules considérés. Selon le président Ruto, son administration est déterminée à mettre en œuvre ces mesures et d'autres interventions pour améliorer la qualité, l'efficacité et la transparence du service au public tout en veillant à ce qu'il tire le meilleur parti de ses ressources. Rachel Missinga. Après avoir retiré le projet de loi de finances controversé qui visait des objectifs des recettes du Kenya de 346 milliards de shillings kenyans, soit 2,6 milliards de dollars, mais qui a été mal perçu par la population kenyane, le président William Ruto a annoncé une série de mesures d'austérité destinées à réduire les dépenses publiques. Ainsi, parmi les coupes budgétaires mentionnées par le président Ruto figure la suspension de tout le voyage non essentiel de fonctionnaires de l'État et agents publics, ainsi que la suppression du bureau de la première dame, de l'épouse du vice-président et du premier secrétaire du cabinet, la réduction du nombre de conseillers au sein de la fonction publique. La décision de pourvoir le poste de secrétaire administratif en chef a également été suspendue. Par ailleurs, l'âge de la retraite des fonctionnaires a été fixé à 60 ans. D'autres mesures d'austérité prises par le président kenyan incluent également, entre autres, la réduction de moitié de budget consacré aux rénovations dans l'ensemble du gouvernement, la suspension de budget confidentiel dans divers bureaux de l'exécutif, y compris la présidence,
La suspension de l'achat de nouveaux véhicules pour 12 mois à l'exception de véhicules destinés aux agences de sécurité. D'après le président William Ruto, son administration est déterminée à mettre en œuvre de mesures pour améliorer la qualité, l'efficacité et la transparence du service public tout en veillant à ce qu'il tire le meilleur parti de ses ressources. Et au Burkina Faso, la commune de Mi-Debdo, dans le sud-est du pays, va accueillir la construction d'une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or. D'un coût global de 3 milliards de francs CFA, ce projet sera réalisé sur une superficie de 100 hectares et va favoriser la création d'environ 150 emplois directs et 350 emplois indirects au profit de la population. Africa 24. Le directeur de cabinet du président du Burkina Faso, Anderson Dekomwi Meda, a procédé le 4 juillet 2024 à la pose de la première pierre d'une unité d'exploitation semi-mécanisée de l'or dans la commune de Mi-Debdo, au sud-ouest du pays. D'un montant de 3 milliards de francs CFA, la mine d'exploitation semi-mécanisée de Bielmera témoigne de l'engagement du gouvernement à booster la contribution du secteur minier à l'édification d'une économie nationale forte et résiliente. Donc c'est un sentiment de fierté de se retrouver là, ici, pour démarrer un nouveau projet ensemble avec la population, qui est le témoin de cette volonté d'avoir cette souveraineté économique. Ce projet réalisé sur une superficie de 100 hectares va favoriser la création d'environ 150 emplois directs et 350 emplois indirects selon Karim Traoré, le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Les travaux de construction de la mine sont prévus dans 8 mois, tandis que la durée minimale de l'exploitation est de 5 ans, extensible au regard des potentialités. C'est enfin la mine populaire, la mine du peuple. Les études vont s'approfondir, mais les premiers éléments qui permettent de confirmer ce qu'on appelle l'exploitation économique et le rendement ont été confirmés pour permettre de garantir entre 6 et 7 milliards de bénéfices à partager entre les souscripteurs. Avec une production d'environ 96,2 tonnes d'or en fin 2022, d'après les données officielles, le Burkina Faso a été classé 3e au rang africain derrière le Ghana et le Mali et à la 12e place à l'échelle mondiale. Fin de cette édition, place au rappel des titres. Agression du Rwanda contre la RDC en marge de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a appelé les États francophones à dénoncer le silence de la communauté internationale. Il a aussi fustigé le comportement de la secrétaire générale de l'OIF qui a cité tous les pays en situation de guerre sauf la RDC. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.